L'économie mondiale traverse depuis quelques années une période particulièrement difficile. Le secteur stratégique de l'agroalimentaire connaît de grandes perturbations et le dérèglement climatique affecte de nombreux pays producteurs et exportateurs de blé et autres céréales. Ce qui est très important aussi, c'est l'augmentation des séquences, ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes, donc tels que les vagues de chaleur, les canicules, les sécheresses, les inondations. Donc il y aura une augmentation de ces phénomènes extrêmes. L'augmentation de la température, par exemple, aura un impact très important sur la céréaliculture. De nombreux pays sont directement impactés, notamment en Afrique du Nord. L'Algérie, qui importe une grande quantité de produits alimentaires, est-elle en mesure de faire face aux nombreuses crises qui secouent le marché international des produits alimentaires ? La sécurité alimentaire est garantie lorsque l'ensemble des citoyens ou des habitants d'un pays ont un accès physique et un accès économique à une alimentation équilibrée, suffisante pour mener une vie active, pleine et entière. La sécurité alimentaire est d'abord un défi collectif qui implique tout le monde, à la fois les décideurs, les scientifiques, les citoyens comme vous et moi. Mais aussi c'est un défi qui doit se transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, sur le plan quantitatif, on est dans les normes, même on dépasse les normes admises sur le plan, puisque notre ration alimentaire elle est autour de 3500 calories. Et ce qui nous intéresse et nous interpelle, c'est comment faire durer cette ration, mais comment l'améliorer aussi sur le plan qualitatif. C'est vrai que dans l'évolution de tous les pays, du moins les pays qui nous entourent, il y a des changements dans le régime alimentaire. On a tendance à consommer beaucoup de produits, par exemple chez nous, d'origine céréalière, du sucre, des sucres simples, à travers les jus, les boissons, ce qui n'est pas toujours, à mon avis, très bon sur le plan sanitaire. Donc on a intérêt à la fois à faire des efforts pour améliorer nos productions, pour diversifier aussi notre ration alimentaire. La diversification de la ration alimentaire doit se faire autour de différentes filières. Les filières de base sont au nombre de 6. Il y a d'abord donc le blé. Il y a les produits de base qui sont de nécessité, mais malheureusement sont importés, donc le sucre, l'huile et le lait. En dehors de ces 6 filières de base, il y a de nombreuses filières qui sont de plus en plus oubliées dans le régime alimentaire des Algériens et sur lesquelles nous avons de l'avance. Par exemple, les légumes secs. On a une capacité de production parce que nous sommes dans un pays qui est très bien adapté à la sécheresse et la production de base en légumes et en légumes secs ne présente pas de défaut. Si le mode de consommation des Algériens a changé avec le développement du commerce et des échanges internationaux, les consommateurs algériens gagneraient à revenir à un régime alimentaire plus traditionnel avec des produits locaux plus sains. On a abandonné aussi les diètes traditionnelles pour épouser un modèle ou un régime alimentaire presque, je dirais, qui n'est pas du tout d'origine. Par exemple, la farine blanche, on a fait comme si tout le monde buvait que du lait de vache, alors qu'on a je dirais, des types d'élevage très différents. On peut toujours imaginer développer de l'élevage de caprins, l'élevage du camelin, et ainsi de suite, et promouvoir justement une diversification de notre régime alimentaire à partir des spécificités et des potentialités de nos territoires. Et c'est la meilleure façon, à mon avis, pour infléchir
notre, je dirais, dépendance des importations. Je dois dire que l'alimentation qui complète le régime alimentaire des Algériens ne doit pas s'oublier. Personne ne peut nier la richesse de l'kabouya في الجزائر. La citrouille, c'est une nécessité pour qu'elle soit développée de telle sorte qu'on ne peut pas rester en arrière. La citrouille, c'est un plan productif. Vous avez beaucoup de céréales mineures, donc le sorgho et essentiellement le mil, qui peuvent être la ration alimentaire de base, qui complète le manque ou le déficit alimentaire. Surtout que ce sont des deux céréales, même si elles ne sont pas très productives, elles ont de la qualité nutritionnelle. D'autres produits agricoles peuvent être en mesure de compléter le régime alimentaire des Algériens. Autre façon de diminuer notre dépendance des importations, produire une partie de nos besoins grâce à la transformation des produits agricoles comme la date. En matière de sécurité alimentaire, l'Algérie a choisi d'intervenir à la fois sur l'offre et la demande, d'abord en soutenant la production agricole nationale et en important des biens alimentaires pour combler le déficit de la production nationale, puis en subventionnant les prix des produits alimentaires de base comme les céréales, le lait, le sucre et l'huile grâce à un plafonnement des prix. Cette sécurité alimentaire est un acquis qui est chèrement payé par l'Algérie. Ce n'est pas un état naturel. Si nous sommes aujourd'hui en situation de sécurité alimentaire, c'est que nous avons à la fois mis en place une agriculture qui fonctionne plus ou moins bien, mais nous avons aussi une politique publique qui garantit les disponibilités alimentaires. Les résultats sont là. On a pu constater une progression importante de la ration alimentaire des Algériens, une quasi-absence de sous-alimentation, le classement de l'Algérie parmi les pays à sécurité alimentaire assurée. Toutes ces mesures consenties ont toutefois engendré des effets négatifs, comme le poids important des importations alimentaires pour l'économie du pays et les problèmes dus au modèle de consommation qui engendre gaspillage et risques sur la santé publique. Le défi à relever est celui de réduire les importations et d'agir pour améliorer les disponibilités du produit agricole local. Alors que beaucoup d'efforts ont été consentis dans ce domaine, deux questions importantes s'imposent, à savoir où en sommes-nous avec la production agricole nationale et quelles sont les perspectives de développement. L'agriculture algérienne, les 20 dernières années, a enregistré un pas important sur les autres filières, notamment les fruits et légumes, et aussi pour les viandes, où la production nationale a connu des taux de croissance pour les 20 dernières années qui sont considérables. Pour les fruits et légumes, la production a augmenté de presque 400% sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que la production nationale augmente. Le taux de croissance moyen sur les 20 dernières années est de quelque chose comme 4%. Chaque année, la production agricole augmente de 4%, ce qui est considérable. C'est-à-dire que nous avons un secteur agricole qui est dynamique, dans lequel il y a des investissements. Des investissements qui se font également sur les céréales, une filière qui rencontre certaines contraintes sur le terrain. Les céréales en Algérie sont essentiellement produites dans les zones pluviales, c'est-à-dire dans la partie nord du pays, où l'agriculture elle n'est pas irriguée, elle est essentiellement dépendante des précipitations. Comme nous sommes dans un pays à climat semi-aride, semi-aride inférieur où on avance vers plus d'aridité, où les précipitations sont très variables d'une année à une autre, les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents. Donc la production des céréales elle est à la fois faible et très aléatoire d'une année à une autre. On peut encore améliorer la production sous un régime pluvial, on doit faire, il y a une marge de progression sur ce registre en améliorant les itinéraires techniques, c'est-à-dire le travail du sol, la qualité des semences, la qualité des engrais et la maîtrise de la fertilisation, la maîtrise des travaux du sol, la maîtrise de la lutte contre les maladies et les mauvaises herbes. Il faut souligner que l'irrigation des terres dans le sud se fait grâce à une eau faiblement renouvelable et coûteuse à exploiter.
On a pratiquement 13% du pays qui reçoit 350 à 400 mm par an. Le reste, les 87% du grand désert ne reçoit que moins de 100 mm par an. C'est pour ça que d'ailleurs que l'Algérie, malgré les hauts plateaux, la steppe, on considère que l'Algérie est un pays désertique parce que la moyenne nationale n'est que de 89 mm. Ces aquifères du Sahara septentrional offrent une diversité de qualités des aquifères. C'est différent d'un aquifère à un autre. Par exemple, si on prend les nappes du complexe terminal, la nappe des sables, la nappe de l'éocène calcaire et la nappe du sénonien, elle offre, en allant vers les profondeurs, une meilleure qualité. La salinité ne dépasse pas les 2 grammes par litre et offre aussi de grandes potentialités. Elle est exploitée à environ plus que 300 mètres. L'exploitation de ces eaux fossiles, pompées à plus de 300 mètres de profondeur, doit se faire avec une grande vigilance et beaucoup de prudence. Si on parle de gestion, on ne dira jamais qu'il faut pomper plus. Il faut gérer raisonnablement. Par exemple, la région connaît des rabattements dans ses nappes. Pour la nappe du Miocléocène, elle connaît un rabattement. Le dernier recensement, l'estimation elle est de 50 mètres. La nappe du Miocléocène. Pour la nappe des calcaires de l'Éocène, un rabattement de 30 mètres. Donc plus on exploite, plus il y a un rabattement et risque de gaspiller cette ressource. Cette ressource précieuse, qui est l'eau de la nappe albienne, doit donc être utilisée à bon escient, en veillant par exemple à recycler les eaux usées destinées à l'alimentation en eau potable. En Algérie, il y a 200 stations de traitement de recyclage des eaux de rejet. Il y a 200, c'est beaucoup, alhamdoulilah, qui ont un potentiel, ils peuvent donc épurer jusqu'à 1 milliard de mètres cubes d'eau. Parce que l'Algérie rejette aux environs de 1,3 milliard de mètres cubes par an. Donc l'eau qui est épurée, elle est purement et simplement rejetée dans la nature. Donc c'est la moitié de sa mission. Parce que la mission d'une station d'épuration, avant tout, c'est pour l'environnement. Il ne faut pas oublier. Pas pour l'irrigation, la pollution. C'est pour l'environnement. Il faut protéger l'environnement, surtout pour les cours d'eau, pour les nappes qui se réalimentent. On traite l'eau pour qu'elle soit pas toxique, qu'elle soit utilisable. Mais la deuxième étape, celui qui peut l'utiliser, au lieu de la jeter à la mer, dans une rivière pour qu'elle va à la mer, eh bien, on peut la réutiliser pour l'irrigation. Il faut penser à au moins réutiliser ces eaux après épuration dans l'agriculture. Parce que, comme je disais, 60 000 mètres cubes par jour. Si on prend les 80%, parce que 80% c'est des eaux usées, si on récupère ces 80%, alors là, vous allez voir le volume d'eau qu'on peut récupérer dans l'agriculture. Et c'est des eaux qui offrent une meilleure qualité. Une eau de meilleure qualité qui doit être récupérée en raison de la rareté de cette ressource. On n'a pas le droit de faire la fine bouche et de choisir le type d'eau qu'on utilise. Bien sûr, on utilise l'eau conventionnelle normale, mais tous les pays développés utilisent depuis des dizaines d'années ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, qui se subdivisent en 3 grandes parties, à savoir les eaux de rejet, ce qu'on appelle les eaux d'égout hachakom, et il y a aussi les eaux de désalinisation d'eau de mer ou bien de l'eau dure du sud. Alors, pour le cas de l'eau dure, c'est ce qu'on appelle la déminéralisation. Parce que pour la mer, on va déminéraliser, on va substituer les 33 grammes par litre et Gilbon pratiquement zéro. Alors que le sud, pour une salinité de 4 grammes, il suffit d'enlever les 4 grammes. Donc vous voyez que c'est beaucoup moins cher, surtout si on utilise les énergies renouvelables pour déminéraliser les eaux du sud. Les eaux de la nappe albienne représentent une ressource capitale pour l'Algérie, une ressource qu'il s'agit de préserver pour une agriculture durable. Cette nappe est un vrai trésor national. Il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on la maîtrise en termes de recharge, qu'on l'étudie davantage pour voir réellement à quelle proportion elle se renouvelle, comment on peut l'utiliser de la manière la plus optimale. Et une fois qu'on a décidé du modèle d'agriculture à mettre en place dans le sud
pour exploiter de la manière la plus optimale cette ressource, il faudrait qu'on mette en place aussi les techniques d'irrigation qui nous permettent de pomper moins et de valoriser plus. Valoriser davantage une ressource rare comme l'eau de la nappe albienne implique d'optimiser les potentialités des ressources sahariennes en vue de développer l'agriculture nationale. Des efforts ont été consacrés aux cultures maraîchères et surtout à la phéniciculture. En effet, le palmier dattier représente une ressource agricole capitale pour l'Algérie. Le patrimoine phénicicole algérien il dépasse les 18 millions de palmiers, répartis sur 170 000 hectares, avec une biodiversité qui atteint les 1000 variétés ou cultivars. Ces dates sont consommées par les populations du Sud. Il y a cette diversité qui montre même un échelonnement de maturité en allant du mois de juillet jusqu'à décembre. Donc c'est énorme comme calendrier de maturité où on peut faire un programme d'exportation qui s'étale sur 6 mois et pour la consommation, elle est sur toute l'année. Donc, du moment que la date est un aliment complet, donc elle répond aux besoins de la sécurité alimentaire pour la population et l'excès peut être exporté vers d'autres pays. Le potentiel agricole dans les régions du sud algérien est immense. En mobilisant correctement les ressources hydriques disponibles, on a pu constater que le modèle oasien a déjà fait ses preuves, notamment quand il s'agit d'un petit nombre d'individus. Nous avons en Algérie l'un des systèmes agro-hydrauliques et écologiques les plus au point, les plus avancés en termes d'adaptation aux conditions de l'aridité extrême. Nous avons en Algérie l'un des systèmes agro-hydrauliques et écologiques les plus au point, les plus avancés en termes d'adaptation aux conditions de l'aridité extrême. Les oasis algériennes, comme toutes les autres oasis dans le monde, c'est un exemple de capacité d'adaptation de l'homme aux milieux les plus extrêmes, d'aridité extrême. Dans les oasis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un triptyque. Il y a une ingénierie hydraulique. Les gens qui ont créé les oasis ont montré une capacité à maîtriser l'eau en termes de mobilisation, en termes de transport et en termes de distribution, qui soit durable. Les oasis, certaines oasis existent depuis des milliers d'années. Donc elles ont prouvé leur durabilité. Il y a aussi tout un système agronomique autour de cette eau, c'est-à-dire une combinaison de cultures étagées, souvent le palmier dattier, et puis les arbres fruitiers, et puis les cultures herbacées, de sorte à créer un microclimat. Dans les zones extrêmement arides, on crée un climat favorable au développement de toutes les cultures. Les cultures produites grâce au modèle oasien sont dites vivrières. Elles sont adaptées pour un nombre réduit d'individus. L'agriculture oasienne peut toutefois servir de base à un nouveau type d'agriculture. Ce modèle, tel qu'il était conçu, il était orienté pour satisfaire aux besoins d'une petite communauté, un nombre d'habitants. L'agrandir sans le modifier, c'est une illusion aussi. Les oasis sont aujourd'hui en difficulté parce que si on agrandit juste la taille sans changer le modèle technique, ça pose problème. Tout le challenge, tout le défi que les agronomes, que les agriculteurs, que les pouvoirs publics ont, est justement de produire un nouveau modèle d'agriculture saharienne qui s'inspire justement des grands principes de ce modèle oasien pour produire un nouveau modèle ou des nouveaux modèles au pluriel qui seraient à la fois durables sur le plan écologique, c'est-à-dire qui épuisent moins les ressources, qui seraient aussi durables sur le plan social, c'est-à-dire qui permettent de créer des dynamiques territoriales satisfaisantes pour les territoires, qui permettent de créer suffisamment d'emplois, qui permettent de créer suffisamment de bien-être pour la population locale et qui permettent au fait de créer du développement territorial. Créer du développement territorial, c'est l'un des nombreux objectifs que se fixe la recherche scientifique en travaillant sur de nouvelles technologies qui visent l'amélioration du rendement des cultures. Au sein du Centre de recherche scientifique et technique des régions arides, docteurs, ingénieurs, chercheurs et scientifiques s'attellent à surmonter les contraintes de l'agriculture en milieu saharien. L'une des dernières inventions permet de surveiller le développement de nuisibles qui menacent le palmier dattier.
Nous avons développé un système de veille phytosanitaire. Donc c'est un système qui prend en considération les paramètres écologiques, à savoir la température et l'humidité. Juste pour donner donc au moment où l'acarien va faire donc son apparition et ses dégâts, donc le système va envoyer une alerte précoce pour prendre les mesures adéquates pour gérer le mieux de ce redoutable ravageur qui est le bouffe à roi. Le bouffe à roi représente l'un des dangers qui menacent la culture du palmier dattier, en plus du dérèglement climatique qui provoque l'ouverture prématurée du pollen, ce qui entraîne un décalage lors de la pollinisation des palmiers. Il faut faire des propositions de l'innovation. C'est quoi l'innovation? C'est la conservation du pollen au moment où on aura ce décalage entre l'ouverture des spates mâles et l'ouverture des spates femelles. Et là, la disponibilité du pollen, elle serait indispensable et quasiment présente durant toutes les années. Et la durée de conservation a un impact sur la qualité de date. La conservation du pollen et la lutte contre les nuisibles ne représentent que l'un des aspects de l'amélioration de la production agricole dans le Sud. D'autres innovations ont vu le jour grâce à l'ingéniosité et à la persévérance des jeunes chercheurs algériens. Lorsqu'on irrigue une superficie ou bien une parcelle, presque 60% de l'eau d'irrigation perd dans le sol sans être absorbée par la plante. C'est pour ça que les agriculteurs utilisent des quantités d'eau considérablement pour irriguer leurs parcelles. On a développé un système d'irrigation intelligent. Je dis bien le mot développé parce que les systèmes d'irrigation intelligents, ils existent déjà. Mais malheureusement, leur fonctionnement est limité, surtout dans les régions arides. Ça, c'est un système d'irrigation autonome qui fonctionne grâce à plusieurs capteurs tels que précipitation, l'humidité de l'air, température de l'air, l'humidité du sol et température du sol, la salinité, le vent, la vitesse de vent plutôt, et la disponibilité de l'eau dans le bassin d'irrigation. Ces données-là sont collectées dans un microcontrôleur, puis transmises à la station de contrôle pour déclencher l'irrigation à la parcelle. Pour développer la production agricole nationale, les solutions technologiques existent, de même que les chercheurs qui développent ces solutions. La recherche est interpellée. Je sais que nous avons des compétences, nous avons des chercheurs qui font beaucoup d'efforts là-dessus, même s'ils n'ont pas toujours eu les moyens qu'il faut, parce que la recherche, ça nécessite des moyens conséquents. Mais pour avoir une sécurité alimentaire dans la durée, nous sommes obligés, dans cette organisation, de nous connecter tous les jours avec le monde scientifique, qui nous apporte l'information réelle du terrain, l'évolution des choses, l'impact des changements climatiques, et qui doivent nous alerter s'il faut changer de politique, s'il faut changer de stratégie. L'agriculture, l'agronomie avance, et nous avons aujourd'hui de nouvelles technologies agricoles qui permettent de produire des biens alimentaires en vertical, tout ce qui est l'agriculture verticale, et en hydroponie, en milieu complètement contrôlé, en milieu fermé, c'est-à-dire on produit avec les mêmes quantités d'eau dans un circuit fermé, avec pisciculture. Donc il y a plein de modèles qui émergent. Là aussi, l'agronomie est très en avance. La question qui a empêché la généralisation de ces innovations, c'était leur coût. Les produits issus de ces technologies, jusqu'à un passé tout récent, étaient trop coûteuses et n'étaient pas compétitives par rapport à l'agriculture conventionnelle. Maintenant, la progression permet justement de produire grâce à ces nouvelles technologies, mais à des coûts qui sont compétitifs. Des technologies de pointe qui permettent d'augmenter la production avec moins de ressources, des méthodes qui pourraient être utilisées en Algérie. L'Algérie est l'un des pays qui a le plus besoin d'utiliser leur sol, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Et leur sol permet de gagner pratiquement peut-être 8 à 10 fois la consommation de la culture en plein champ. Néanmoins je pense que, vu la situation actuelle, expliquer à l'agriculteur de faire de l'agriculture horizontale
de la transformer en verticale, c'est un peu trop tôt pour le faire. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer à le faire. Il faut commencer à le faire pour un peu sensibiliser le citoyen et l'agriculteur. Mais pour dire qu'on va faire de l'agriculture verticale à grande échelle, c'est un peu trop tôt. Mais je reprends que c'est une technique qu'il faut maîtriser. La maîtrise de ces techniques implique aussi une production agricole qui préserve la nature. La sécurité alimentaire, il ne faut pas l'avoir uniquement « je produis ». Ce que demande ma ration alimentaire pour la population, ou j'importe ce que demande la ration alimentaire. Non, il faut avoir une vision de développement global, une stratégie en disant je peux produire sans fatiguer mes écosystèmes, sans perdre ma ressource d'eau, je vais conserver une partie pour l'importation, mais il ne faut pas que ce soit la porte ouverte, grande ouverte pour les importations. S'il est capital d'assurer la production et l'importation de biens alimentaires, il l'est tout autant d'améliorer les rendements des cultures grâce à la technologie, de promouvoir des produits d'excellence comme la date et l'olive destinés à l'exportation et d'avoir une approche agroécologique pour préserver les écosystèmes, avec au final la possibilité de parvenir à un développement durable qui assure la sécurité alimentaire des générations futures.